Didier Bédard, bonjour. Bonjour. Donc c'est vraiment un super plaisir de partager un temps avec toi pour parler ici au domaine de l'Embrun, lors du village d'été des arts martiaux chinois, euh, de, de ton témoignage et de toute ta connaissance au fil de ton long et riche parcours de ce domaine des arts chinois du corps, de ce milieu et de ses évolutions en France. Et aussi en lien avec tes expériences évidemment de par le monde qui sont nombreuses. Donc là on est dans le cadre d'un programme de recherche mené par l'Institut des arts chinois du corps et l'Université de Grenoble avec d'autres partenaires académiques et du monde des pratiquants pour voilà, enquêter un peu sur tous ces sujets, et donc c'est super sympa de ta part de prendre ce temps. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé. C'est aussi pour cette raison que je suis venu, pour pouvoir échanger avec tout le monde. C'est un moment assez inattendu parce que c'est un endroit magnifique, c'est assez paisible et il y a tellement de choses différentes, des ateliers dans tous les sens et ça fait plaisir à voir. C'est la première fois que je participe comme ça, de cette envergure en tout cas, avec autant d'ateliers. Et c'est très très plaisant de voir tout ça parce qu'on voit des gens de milieux complètement différents qui arrivent et qui font et qui s'exercent à d'autres disciplines que la leur. Ils sortent de leur confort pour pouvoir aller voir quelque chose d'autre et se mettre peut-être en difficulté ou essayer de comprendre. Et il y a toute cette fusion là qui émane de ce lieu avec tous ces pratiquants qui font que ça devient un moment magique. Donc je suis vraiment très content d'être là, ça me fait plaisir, ça me fait voilà, partager puis, mes connaissances aussi. Ouais, comme tu disais, j'ai un long parcours, ça c'est certain maintenant, je commence à prendre de l'âge. Ouais, j'ai commencé en 77-78. Et si on peut parler d'une évolution, c'est assez intéressant à voir que aujourd'hui le Wushu s'est développé. Ça c'est certain. À mon époque, on n'entendait pas du tout Wushu, c'était un mot complètement inconnu dans l'esprit des gens. On parlait surtout de karaté, judo, les premières institutions en France, mais le Wushu c'était quelque chose qui n'était pas vraiment encore implanté en France réellement. Et aujourd'hui, on peut voir ici que voilà, ça s'est développé. Personnellement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je crois que les gens sont d'une part de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus intéressés à découvrir autre que leur système pour pouvoir s'enrichir un peu plus. Donc voilà en tout cas l'état d'esprit dans lequel on est, on est un peu baigné là-dedans. Maintenant pour ce qui est vraiment de mon travail ici, alors on m'a fait venir aussi pour mon côté martial parce que c'est un peu ma tasse de thé de prédilection. C'était ma première formation. Bien entendu, moi-même, je me suis mis au tai chi il y a plus de 30 ans. Les gens ne le savent pas, mais ça fait plus de 30 ans que je travaille à l'école Chen. Oui. Alors, là, j'ai fait une petite constatation. Alors, j'ai constaté qu'il y avait vraiment... On a quelque part scindé un peu le monde des arts martiaux traditionnels en quelque chose, en deux parties, la partie externe et la partie interne. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici, beaucoup plus d'interne, mais les gens sont quand même intéressés par cette voie externe. Mais il y a une réelle distinction. À mon époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas réellement cette distinction entre le côté interne, Qigong, méditation, etc., tout ce qui peut partir de l'être et de l'intérieur. Et il n'y avait pas systématiquement le côté purement martial. C'était en harmonie, l'interne, externe, on travaillait. On faisait un système classique, traditionnel. J'ai travaillé le Wushu du Nord. On travaillait, la première chose que j'ai appris, c'était les 8 tissages de la soie, les 8 pièces de brocart. On faisait ces parties intégrantes des systèmes. Alors j'ai constaté qu'il y avait un peu des gens ici, des pratiquants, qui faisaient beaucoup cette différence entre est-ce que c'est physique, externe ou interne. Et voilà, moi peut-être mon petit rôle ici, c'est de dire, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un tout.
Et soit on se dirigera plus vers le côté interne, ou soit plus vers le côté externe. Mais c'est une composante de l'un et de l'autre. C'est le yin et le yang. Donc c'est une histoire de dosage qui fait qu'on passe plus dans un côté interne ou dans un côté externe. Mais il y a toujours ce dosage qui donne cet équilibre. Ouais, je crois Voilà. qu'on est complètement sur la même longueur d'onde et justement, enfin, tu parlais tout à l'heure de cette interdisciplinarité. Ouais. C'est justement pour essayer de briser un peu voilà, ces catégories. C'est ça. Et, Et c'est ce qu'on entend en témoignage. Il y a des gens bien sûr qui viennent nous parler en aparté comme ça et qui nous disent là au repas, c'était une découverte. J'ai découvert, ça m'a ouvert d'autres horizons. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, il y a une étude sociologique à faire certainement, mais pour les pratiquants, c'est bien de leur faire découvrir un autre axe de travail. Après, ils en font ce qu'ils veulent, naturellement, mais ça leur a ouvert un autre chemin. Et là, c'est ce qui se passe. Tout est en mouvement perpétuel, dans les idées, dans les échanges martiaux, etc. Et voilà un petit peu ce que je peux dire pour ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y avait donc cette petite distinction interne-externe que je comprends tout à fait, puisque je suis baigné depuis tout petit là-dedans, mais ce serait bien que les gens comprennent cette composante, que c'est un tout, c'est comme le yin-yang, il n'y a pas le noir et le blanc, non. Ils sont là, l'un dans l'autre et l'un avec l'autre, et c'est en communion. Voilà, c'est ça pour moi le. Mais moi, c'est tout à fait le même contexte. Hein. J'ai appris aussi les deux. Moi, je me suis beaucoup moins poussé l'externe que toi ou d'autres ici. Il y avait toujours. Il y a plutôt pour moi une sorte d'aller et venue entre ces polarités, justement, de l'intériorisation et l'extériorisation, qui d'ailleurs peut prendre des formes martiales, mais aussi d'autres formes. La voix, par exemple, tout ce qui va être après le chant, le théâtre, les sons, un kiai. Il y a. Les relations sociales aussi, c'est notre manière d'extérioriser ce qu'on a construit à l'intérieur. Hein. Et même, bon, ça fait partie de... Il y a du martial dans la relation sociale quotidienne aussi. Hein. Malheureusement, tout n'est pas pure harmonie, on ne vit pas au paradis. Quoi. Oui, il y a toujours ces énergies avec lesquelles il faut, pas, je ne dirais pas lutter, mais peut-être contrecarrer parfois ou détourner d'autres fois. Mais pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, il y avait une personne, et c'est pour ça que j'ai traité sur ce sujet, parce qu'il y a une personne, quand elle m'a dit oui, mais c'est physique. Alors elle m'a dit est-ce que c'est physique ou pas? J'ai dit je ne sais pas quoi te répondre, c'est physique ou interne? J'ai dit c'est les deux. J'arrive pas à distinguer l'un de l'autre. Et je l'ai vu pratiquer, alors c'est vrai qu'elle n'est pas dans son domaine, mais je lui ai fait remarquer que son relâchement, par exemple, puisqu'on parle souvent du relâchement pour une performance, et quel que soit le niveau, et quelle que soit la pratique, que ce soit dans un sport de haut niveau, c'est le relâchement qui va faire la différence. La performance est liée au relâchement. Et donc dans les arts internes, il y a souvent ce relâchement. Mais on catégorie, par exemple, on a une connotation, par exemple, des styles comme le Wing Chun, qui pour moi est un style interne-externe. Pas que pour moi, il a été classifié comme ça, il a un mi-chemin entre l'interne et l'externe. Et donc, par exemple, on a traité les Chisao, les mains collantes. Et ben, j'ai trouvé qu'elle avait, bien que ce ne soit pas sa discipline, mais une tension extraordinaire dans le corps. Et le fait de faire ce genre d'atelier amène les gens dans leur confort, ils sont bien. Mais quand on change, alors là, tous ces aspects internes commencent à disparaître. Il y a des tensions, il y a des... voilà, tout est crispé dans tous les sens, etc. Et donc, cette fameuse énergie qu'on parle souvent dans les arts martiaux, elle ne peut pas se mettre en mouvement à ce moment-là s'il y a ces crispations. Et c'est tous ces petits décalages qui fait qu'il y a des prises de conscience voilà, qui se fait dans les ateliers qui sont faits ici. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait ce travail, parce que je suppose que c'est une organisation de fous. En amont, il y a dû y avoir un maximum de préparation. Et je dois dire, je sais que c'est la première fois, et je dois dire, pour moi, c'est une belle réussite, quoi. Une vraie réussite, parce que, voilà, on est là, on est à côté voilà, de gens qui pratiquent. Et c'est un petit univers dans lequel les pratiquants d'arts martiaux se mettraient se baigner, quoi. C'est vraiment agréable. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a toute une équipe d'intervenants d'horizons différents qui sont tous dans un état d'esprit, une humanité voilà, très, humainement, oui. et convivialement, et puis avec toutes leurs compétences aussi, leur parcours.
Il y a de belles conférences. Hier, on a participé à une conférence sur l'histoire des arts martiaux chinois, l'origine, etc. Et tout ça, c'est vraiment fascinant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur ouvre voilà, tout un univers ou un monde à découvrir, en tout cas. Mais du coup, on a parlé aussi, tu en parles de cette conférence, et on parlait de l'interne et l'externe, et il montrait justement aussi qu'il y a une origine historique à ça, hein, qui date effectivement de la fin des Ming là, et de cette construction aussi avec des questions politiques et ethniques, etc. dedans qui ont participé à ces catégories-là, et effectivement qui ont été catégories qui ont été réutilisées dans les formes, enfin dans le développement moderne et officiel et sportif, pour finalement désigner certaines disciplines ou catégoriser, regrouper certaines disciplines. Et là, on en parlait un petit peu autrement tout à l'heure. Toi, t'en parlais autrement de l'interne et de l'externe. T'en parlais un peu comme je disais. C'est pas parce que je fais il y a d'ailleurs du qigong externe, on pourrait dire. Tu vois. Donc, est-ce qu'on pense le truc sur telle discipline rentre dans la case externe ou rentre dans la case interne, ou est-ce que quand je pratique, je fais plus ou moins à tel moment de l'interne et plus ou moins à tel moment de l'externe. Et là, c'est là peut-être là que ça devient intéressant. C'est comme un curseur que tu voilà. viens régler, quoi. Donc c'est vrai que tous ces aspects m'intéressent, moi. L'aspect martial, naturellement, les distances de combat que j'ai étudiées par les jambes, après les distances de poing, les distances de corps à corps debout, les corps à corps au sol, etc. Mais il y a tout cet aspect interne. Et il est vrai que moi j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, il y a 31 ans. Parce qu'à un moment donné, même dans notre pratique, qu'elle soit, on peut l'appeler externe pour les gens, Wing Chun ou d'autres. Très physique, quoi. Oui, un peu plus physique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On ressent le besoin à un moment, quoi, en fait, c'est ça. Attends, où j'en étais? Oui, tu as ce besoin, quand tu pratiques, tu as ce ressenti d'aller voir autre chose pour pouvoir développer quelque chose de plus, pour améliorer naturellement ton potentiel à toi, intérieur. Et au fil du temps, ça s'impose à toi. Des systèmes ou peut-être des rencontres avec des gens qui pratiquent d'autres systèmes que les tiens. Et c'est comme ça que je suis venu à ce style, pour pouvoir améliorer ou développer. Comment je vais faire pour développer plus de puissance? Comment je peux faire par rapport au style que je pratique? Quel est l'autre système qui peut se rapprocher ou qui peut m'aider pour pouvoir développer sans avoir à détériorer naturellement le principe même du système dans lequel on est? Et donc il y a constamment une forme de recherche, même parfois inconsciente. Et tout à coup, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Et c'est comme ça que je suis venu au Chen. Voilà. Peut-être aussi par la rencontre de ce personnage que j'ai rencontré, qui est Chang Xing Liang, qui est voilà, un des hommes qui était le plus médaillé de Chine à cette époque. Il a eu plus de 100 médailles. Il est tellement humble qu'il ne veut jamais en parler. Mais voilà, il était à l'époque, quand j'ai rencontré, en 85, il avait détrôné Chen Zhaowang en compétition internationale en Tai Chi Chuan. Et voilà, c'est avec cet homme, c'est cet homme que j'ai rencontré, et il est expert dans voilà, les formes modernes de Wushu classique, etc. Et un beau jour, il me dit, oui, mais je préfère l'interne, je suis meilleur en interne. Quand on voit les documents, il y en a certains, et on le voit comment c'était en externe, tu te dis, mon Dieu, s'il est meilleur en interne. Et voilà, et un jour, je lui ai posé la question, et par rapport à ce que je cherchais, il m'a dressé une liste de systèmes, et j'ai choisi l'école Chen. Et c'est comme ça que je suis parti avec lui en pratiquant l'école Chen. Mais c'est quelque chose qui, comme je disais juste avant, c'est quelque chose qui s'impose à nous. On ne va pas systématiquement rechercher quelque chose comme une sorte d'être boulimique. Non, les choses, parce qu'on est dans une pratique qui prend un temps. Une pratique, quel que soit le système, pour pouvoir un peu cerner un système, il faut une dizaine d'années de pratique, d'études. Et là, on commence à faire le tour. On voit un petit peu l'aspect général du système. Donc, naturellement que ça prend du temps, tout ça. Et voilà, et c'est le plaisir, justement, de ce temps, c'est notre temps de vie, et on le passe à développer notre plaisir personnel. C'est un peu égoïste, quand même. Forcément, on se nourrit et on intériorise tout ça, et on incorpore tout ça, et puis après on produit à partir de ça. Voilà, donc, et puis j'allais dire, c'est cet amour pour notre système, ou notre hobby, ou on l'appelle comme on veut, notre passion. Nous, maintenant, en tant
qu'enseignant, c'est de transmettre cet amour. Pas spécialement le style proprement dit en soi. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et puis je les intéresse aux arts martiaux. Et puis, il ne va pas faire une chun, il va faire du jiu-jitsu, ou alors il va faire un autre type du kali, ou il va faire un... Et ils partent. Mais quand je les revois plus tard, ils ont la banane jusque-là, ils ont trouvé leur voie. Et que ce soit à travers les arts martiaux ou une autre voie, c'est ce qu'on essaye de donner aux gens, cette passion qui, après, ils l'emmènent avec eux, puis ils vont la retransmettre à quelqu'un d'autre. Et voilà, bon, à notre petite échelle, on essaye de, voilà, de faire régner le plus possible une forme de bien-être qu'on essaye de transmettre à l'autre ou de lui faire passer cette prise de conscience que son propre véhicule, le plus précieux, c'est bien son corps. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi en partie parce que tu as parlé de ton passage à l'interne à un certain moment pour approfondir et améliorer, on va dire, développer ta pratique du Wing Chun en l'occurrence, ou du Chun, etc. Enfin, les systèmes donc, qui sont principaux dans ta vie à toi. Mais là, quand tu me parles de tout ça, et c'est aussi, est-ce que c'est aussi qu'à un moment, il y a besoin aussi de transférer quelque part tous ces savoirs-là dans des domaines plus de la vie quotidienne. Finalement, là, tu parles d'éléments de relations humaines, de transmission, de choses, voilà, de la manière dont tu gères ta petite communauté, etc. Enfin, tu vois, c'est aussi... Le fait de travailler sur soi comme ça, interne, externe, qu'importe, le fait de faire un travail sur soi, ça amène les gens dans les arts martiaux à défaire à enlever ou à casser certaines barrières, la peur, les craintes, etc. Donc, l'individu, à un moment donné, se sent mieux avec lui-même parce qu'il n'y a plus ces tensions internes qui vivent au quotidien. Alors, les arts martiaux, ce qu'on essaye de donner, ce n'est pas spécifiquement lié à l'art martial. On utilise l'art martial ou les gens utilisent l'art martial, mais c'est pour une construction. La personne vient souvent maintenant étudier un art martial, mais pour lui donner une certaine énergie, pour pouvoir rebondir dans sa vie sociale, pour lui donner une confiance ou d'autres armes pour pouvoir affronter ce qu'il a affronté. Ou parfois, souvent, on voit malheureusement des gens, certaines personnes dans un état un peu de détresse, à la fois mentale et même physique. Et lorsqu'ils pratiquent, on voit au fil des mois réapparaître un corps, on voit réapparaître un sourire, et après les gens ils repartent sur une nouvelle voie. C'est ça qu'on donne. On essaye de leur ouvrir systématiquement, ça leur donne plus de sensibilité. Alors après, il y a des gens qui vont être plus sensibles, un peu plus, et puis qui vont se diriger non plus sur une chose brute, mais plutôt vers les arts, ou aller au musée regarder une belle peinture de Vinci ou de Raphaël ou autre. Et les gens commencent à se nourrir de choses qui leur font plaisir. Et je crois qu'il y a, dans les arts martiaux, il y a souvent ce déclenchement qui produit ces choses-là. Et les gens vont vers d'autres choses. C'est pas les arts martiaux, c'est pas lié à... Aujourd'hui, il y a des guerres. Il y a des guerres, malheureusement, encore aujourd'hui. On n'y va pas à main nue. On n'y va pas avec l'arbalète ni avec le sabre. Les arts martiaux, c'est plus pour ça aujourd'hui. Et depuis de nombreuses décennies, c'est plus pour ça. C'est pour se sentir mieux, avoir se défendre aussi d'une agression physique, certes, mais c'est au-delà de ça. C'est intéressant, donc quelque part, il y a vaincre la peur, vaincre la morbidité, ça libère un élan vital. C'est un peu ce que tu dis en fait. Oui. Ça libère quelque chose. Mais on parlait, je crois que c'était hier, de l'esprit du samouraï. Va combattre un vrai samouraï. Il part du principe qu'il est déjà mort. Donc tu pars déjà très mal quand tu es face à lui. T'es pas très bien. Mais voilà, c'est une dualité comme ça. Il n'a plus de crainte. Et affronter quelqu'un qui n'a pas de crainte. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la... Il a un niveau, voilà. Il a atteint un niveau que tu peux... Ouais, enfin, dans cet idéal, en tout cas, il est haut. Ouais, il est haut. Maintenant, ça peut se discuter. C'est intéressant aussi parce que c'est un idéal qui, quelque part, est plus de l'ordre de la déconstruction, de la soustraction de quelque chose qui libère autre chose, qui vient de lui-même après, en fait. Ouais. Exactement. Quelque chose comme ça. Pas mettre des couches et des couches pour effacer les autres, non. Faire un vide. On est un peu dans le Zhuangzi, le Wu Wei et tout ça. Vide ta coupe afin de la remplir à nouveau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors du coup, toi tu as commencé, donc on disait tout à l'heure, dans les années, deuxième moitié des années 70. Et
quel milieu un peu t'as trouvé? Je crois que ça a été, enfin, toi t'es parti vraiment de trucs durs en fait. Hein. Ouais. Donc là, quel genre de milieu t'as rencontré à cette époque et justement t'as fait face à tes peurs et tout ça à ce moment-là aussi? Oui, parce que j'ai commencé, j'étais un ado, hein, j'avais 14 ans. Donc c'était une école martiale. Il y avait très peu d'écoles de Wushu. Moi j'ai parcouru Paris en long, en large, et je suis parisien, je connais bien Paris, en long, en large. Et puis il y avait quelques écoles, mais beaucoup de gens qui s'étaient reconvertis à l'époque du karaté vers le kung fu, patati patata. Ça ne me plaisait pas. Bien sûr que à cette époque, on avait quoi comme image? On n'avait pas Internet, on n'avait rien de tout ça. Mais les seules images qu'on avait, c'était certaines magazines où, quand est apparu un monsieur qui avait passé à l'écran, un tout petit chinois qui s'appelait Bruce Lee, qui dit, c'est ça que je veux. C'est le petit félin là. Oui, mais c'est des images, c'est des gens comme ça qui ont fait un peu, dans l'Occident, pousser les arts martiaux. Et donc, je cherchais un type d'école qui ressemblait un peu, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations à ce propos. Je savais que c'était du kung fu que je voulais, que ce côté, j'aimais pas le côté rigide du corps de certains systèmes. Donc, le côté animal me plaisait beaucoup. Bien. Alors, 14 ans, il n'y avait pas de cours comme là, enfant-adulte, j'étais avec les adultes. Et quelques mois plus tard, tu apprends une certaine technicité dans ces écoles. C'était une école du nord de la Chine, l'école d'Alani, spécialisée dans le combat. Et à un moment, tu dois faire des combats. Alors bien sûr qu'il y a une préparation, il y a des danses de combat préalables. C'est avec un partenaire, c'est tout seul d'abord. Après une danse de combat avec un partenaire à 2 mètres de distance, 1 mètre. Et après, pour avoir les habitudes, savoir se mouvoir, etc., tu simules, il t'attaque sans contact et tu simules, tu essayes de voir si tu peux bloquer à distance, etc., pour arriver après au contact. Mais une fois que c'est établi, le contact, c'était à main nue. Il n'y avait pas de tatami, c'était du kung fu, donc sur des planchers. Et tu as un môme de 14 ans et tu te fais jeter, tu te fais maltraiter. C'était dur. Et c'était vraiment dur. La première fois que j'ai vu de ma vie un combat, j'étais dans le cours avancé, hop, il fait asseoir tous les élèves. Ça, c'est pour vous donner l'ambiance. Hein. Donc tous les élèves s'assoient, je suis de l'eau, j'arrive dans le cours avancé, waouh. Et puis combat. Premier combat, je vois, pam, 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 le contact, boum, 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 le prof il va ramasser un truc, ok, vous vous saluez, puis il remet à un des pratiquants, il remet sa dent. Oh putain. Alors moi, je regarde des gens à côté, je dis c'est quoi cette histoire? C'est comme ça. Et ça a commencé comme ça. Et le premier combat que j'ai fait, l'autre il m'a littéralement brisé les os, quoi. Il m'a jeté sur le plancher, alors là, ça a fait comme ça là-haut. Alors j'aimais ça, mais je reste ou je reste pas. C'est des barjots, hein. Ils sont barjots. Alors, je m'étais fait vraiment rétamer, quoi. Puis un monsieur, quoi. Alors je me suis dit à ce moment-là, ok, tu veux être qui? Le loup ou l'agneau? Tu veux rester, il faudra que tu sois le loup. Sinon, tu ne peux pas rester dans ce type d'école. C'est trop dur. Et j'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai persévéré. J'ai travaillé, voilà. Et donc c'était cette ambiance-là. Et c'était au chaos, les gens ils ont du mal à croire, mais aujourd'hui il y a du MMA, machin, ouais, c'est très bien, mais les écoles classiques d'autrefois c'était ça. Et il n'y avait pas de protection, c'était à main nue. Certes, on n'avait pas le droit, soi-disant, de taper dans le visage. Combien ont perdu leurs dents? Donc voilà, c'était cette ambiance-là, assez rude. Et puis, c'était du kung fu. À l'époque, il y avait le karaté et quelques systèmes un peu comme il y avait, je me rappelle, hein, monsieur Pachi, Roger Pachi, qui faisait des choses comme ça. Il y avait du kickboxing, etc. Il y avait aussi de la BF, tout ça. Mais il y avait toujours cette petite guerre un petit peu Japon-Chine. Les arts martiaux traditionnels japonais sont meilleurs que les chinois. Et puis bon, on était souvent maltraités parce qu'on était les premiers, voilà. Et les clubs de sport de l'époque, c'était comme aujourd'hui, des clubs avec multidisciplines. Et j'ai vu des scènes qui m'ont marqué à vie, quoi. Une sorte de confrontation entre le professeur de karaté qui pense que le professeur de kung fu, il fait des singeries. Donc voilà, c'était ces ambiances qu'on avait et il fallait faire valoir le kung fu. Il y avait une certaine, c'est vrai qu'on était... rivalité d'école, ouais. Qui en plus redoublée par des nationalismes derrière. Voilà, il y avait tout ça, toi tu y es pour rien, hein.
Ouais. Moi, je travaillais mon truc, lui, il fait du karaté. Si tu aimes le karaté, c'est très bien. Moi, je te le dis, c'est pas ce que j'ai choisi ça. Mais viens pas me souffler dans les bronches en pensant que je suis un danseur, quoi, une petite danseuse. Parce que c'était des propos comme ça. Ben, de fil en aiguille, tu prends un peu d'âge, hein, et puis de vexation en vexation comme ça, mais à un moment donné, tu prends la personne en face, tu dis, il y a un truc qui va pas. Tu veux voir, tiens, mets-toi là. Et ça a commencé comme ça. Non seulement je faisais du combat régulièrement, mais en plus, il y avait toujours des gens qui venaient nous voir. Des défiés, quoi. En fait. Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais clairement, ils te le disaient comme ça. Je disais toujours, en bon taoïste, pense ce que tu veux. C'est pas mon problème. Et les gars, ils venaient te chercher. Et puis, en général, des gens comme moi, qui font 1m70, un peu plus, quoi, mais bon, petit gabarit, et puis à l'époque, j'étais pas encore, à mon âge adulte, je faisais 45-48 kilos, quoi. Ben voilà. Ben, ces maltraitances que j'ai vécues, la difficulté physique que j'ai subie à travers à la fois Shaolin du Nord, c'est vrai qu'après, quand je suis passé, des années plus tard, j'ai fait plus de 10 ans de Shaolin du Nord, je suis passé comme un style, comme le Wing Chun. Pour moi, c'était des vacances. Hein. Le bonheur. Parce qu'on est dans les positions classiques de Wushu du Nord, on est en position basse, en cavalière, demi-cavalière, jambes légères, donc c'est très 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 physique, les sauts, les coups de pied qui dépensent une énergie. Et quand je suis passé sur un style, parce que je voulais avoir une science après la science des jambes du nord de la Chine, j'ai demandé à mon maître, mon professeur, y aurait-il quelque chose dans le sud, des spécialistes de poing comme dans la science des jambes? Et il dit bien sûr, il m'a cité plusieurs écoles du sud de la Chine, entre autres les plus grandes, Hanggar, Chulifat, Wing Chun. Et puis j'avais fait un petit travail personnel, voir les origines de tel système, etc. Je connaissais déjà un petit peu, j'avais entendu parler du Wing Chun, j'avais un pratiquant Shaolin du Nord qui était venu faire Shaolin du Nord, mais il pratiquait Wing Chun. Et je crois que c'est un des premiers en France. Lui, il avait commencé avant 75 en France avec un Chinois à faire du Wing Chun. Donc ouais, j'avais commencé à faire à cette époque, avant même de commencer Wing Chun, le Siling Tao. Mais ce n'était pas pour moi à cette époque. Donc il y a aussi des choses qui deviennent voilà. Dans ta zone de présence et de conscience voilà. À certains moments. Quoi. Tac, tac, tac. Et ça commence comme ça. Tu fais des rencontres et puis après tu décides. Et à cette époque-là, donc fin des années 70-80, il y avait déjà quand même un peu de tai chi. Peut-être c'est pas du tout ce qui devait t'attirer à l'époque, mais je pense que le qigong est arrivé quand même peut-être plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard. Alors autant le kung fu à l'époque, on n'en connaissait pas trop. Parce que nous, on avait l'image. Je sais qu'il y a Christopher Schipper là, qui est un sinologue connu qui est décédé il y a un ou 2 ans là, qui lui avait beaucoup travaillé sur le taoïsme et avec les taoïstes à Taïwan et faisait du tai chi, et quand on le voyait il allait faire de son tai chi quand il était sur Paris dans un jardin près de l'opéra, et les gens pensaient que c'était un danseur de l'opéra, tu vois, à l'époque. À peu près à cette époque. Non. Moi je dois dire que j'ai pas du tout cherché à cette époque un système comme le Tai Chi Chuan, une autre école du Sud, entre autres. Non, c'était pas ça. Est-ce qu'il y avait très peu. On ne connaissait pas le Kung Fu, le Qigong alors encore moins. C'est apparu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard que les gens ont commencé à parler du Qigong. Et là, ça provenait vraiment des gens qui pratiquaient les arts chinois. J'ai entendu dire à une personne qui s'était mise au Qigong que ça n'avait rien à voir avec les arts martiaux. Bon, tu penses ce que tu veux, mais tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors qu'en fait, quelque part, ce que tu disais, c'est que tu en faisais du Qigong. On en faisait, bien sûr. Ce qu'on appelle maintenant le catégoriser comme Qigong, en fait, tu en faisais dans tes Jibun Gong et dans tes mais pratiques. Bien sûr. Il y avait des méditations debout, assises, il y avait méditation allongée, il y avait des concentrations Yiding, il y avait les Qigong, on faisait les métissages de la soie, on faisait la chemise de fer pour ce genre un peu plus... pour fortifier le corps externe. Non, il y avait beaucoup de choses et tout ça, c'est pour ça que je dis j'ai du mal même aujourd'hui à faire la différence parce que j'ai pas été baigné là-dedans. J'étais baigné vraiment pour nous, c'était tout un contexte unique, si tu veux. Moi, je me demande par rapport à ce développement du Qigong, du coup,
comme catégorie. On sait, grâce aux travaux de David Palmer sur la fièvre du Qigong, que c'est dans les années 80-90 jusqu'à Falun Gong et tous les événements là, de Falun Gong, qu'en fait il y a des gros mouvements de Qigong qui se sont développés et qui ont dû essaimer, en fait, d'une part. Et d'autre part, est-ce que, donc ça c'est pour ça que ça a dû arriver plus tard vers la France, puisque avant le Qigong au départ a été créé en tant que discipline au sein du Parti communiste dès les années 49-50, et est devenu rentré dans l'espace public à partir des années 80, c'est-à-dire après la révolution culturelle, quand la Chine a commencé à rentrer dans une logique néolibérale, etc. Et donc il y aurait, je pense, ça d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est Eric qui aussi parlait de ce côté finalement un peu de la marchandisation, un peu de l'instrumentalisation aussi, et d'un besoin finalement aussi de décliner des pratiques pour dire voilà, je fais un cours de ceci, un cours de cela, etc. Donc il fallait diversifier finalement l'offre pour aussi proposer quelque chose pour attirer aussi des publics différents, etc. Peut-être ça a joué aussi, enfin peut-être pas que, je ne sais pas ce que tu en penses. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Non, pas forcément non plus. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Simplement que c'est vrai, le fait d'avoir divisé en quelque chose, ou de porter un jugement après sur les arts martiaux en disant ouais mais là c'est plus externe qu'interne, ça je trouve ça pas juste du tout. Mais maintenant pour un développement, quand tu vois des personnes d'un certain âge, mais ils ne peuvent pas aller faire du jiu-jitsu brésilien ou aller faire du combat, on le comprend bien. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir extrait et de les amener sur une voie autre que celle qui est martiale, etc. Mais une voie qui est en relation avec ces arts martiaux, mais qui parle d'autre chose. Tu vois? Là, je le conçois comme ça. Mais souvent, on en fait des classes, encore une fois, on les met. Et ça, je trouve que c'est pas juste du tout. Voire même, comme je disais avant, il y a des gens qui pensent que le Qigong et le Kung Fu n'ont rien à voir. Quoi. Donc là, on est en train de bafouer un petit peu toute une culture. C'est là depuis bien longtemps. Il y a des textes anciens, on le sait, etc. etc. Et on en parlait lors de conférences. Même il y avait des maîtres d'armes français de Toulouse en particulier, et, qui avaient des propos identiques. 17e siècle, bon c'est pas très vieux, mais la recherche intérieure, je crois qu'elle est identique à tout être, mais qu'il soit chinois ou français ou espagnol ou danois, je pense que la recherche est la même. C'est une recherche universelle, une quête de l'homme. Donc voilà, ça c'est... De l'homme aussi confronté à lui-même, parce que quand tu parlais de la peur du guerrier confronté à un vrai champ de bataille, c'est sûr que forcément ça doit t'amener à... Ouais, moi je vous dis, Dieu merci, j'ai pas connu ça. Oui, moi aussi. On est des chanceux, on vit une vie où il n'y a pas ce genre de choses, mais il est vrai que ce soit sur un champ de bataille ou autre, ça ne devait pas être rigolo, quoi. Pas du tout. Mais d'ailleurs, bien souvent, c'est aussi des... Cette peur, elle tient au ventre des hommes depuis la nuit des temps, quoi. Mais c'est aussi ça qui fait avancer l'homme. Parce qu'il ne s'agit pas de la rejeter, cette peur. Elle est inhérente à l'homme. Il ne s'agit pas de la rejeter. Il faut faire avec. Il faut travailler avec. C'est une force phénoménale aussi, cette peur. Avoir peur, c'est quoi? Pour moi, avoir peur, c'est quoi? Un jour, j'étais je faisais de l'escalade. Et il m'arrivait un mauvais truc. Ok. Ça m'a donné après ça le vertige. Je ne peux plus aller en hauteur. Et avant de découvrir que j'avais le vertige, jusque-là, je n'avais pas le vertige puisque j'escaladais. Je me suis retrouvé près d'un précipice comme ça, abrupt. Et tout de suite, la peur. Paf! Qu'est-ce qu'elle a fait, la peur? Elle m'a collé sur la paroi. Elle m'a collé, je devenais un caillou. J'étais la paroi. Légèrement crispé. Et ce que je veux dire par là, c'est cette peur qui m'a peut-être sauvé la vie. C'est une manière, voilà, c'est une alarme de survie, la peur. Elle est là pour nous alerter. Danger, danger, danger. Donc, il ne faut pas l'exclure. Elle peut te sauver la vie, la peur. Donc voilà. Tous les processus d'une force qui nous dépasse, quelque part. Mais essayer de la canaliser, oui, face à à une agression ou à la vie quotidienne. Donc ça, c'est agréable.
tu vois, à essayer de travailler dessus. Alors c'est vrai que si on revient aux arts martiaux dans la pratique martiale, c'est un petit peu ça les barrières. Quand on fait, il y a une grande préparation, même avant un combat ou avant d'arriver au stade du combat, d'être un combattant, il y a toute une préparation. Et cette préparation, en réalité, elle est nécessaire. Parce que à chaque fois, on diminue la crainte d'y aller. Et on est de plus en plus libéré et on produit quelque chose qui est meilleur. On a une meilleure perception parce que elle est toujours là, mais on arrive à l'effacer un peu. Elle ne prend plus le dessus, elle ne nous paralyse plus, elle est là. Donc ça, c'est intéressant à la découvrir parce que les arts martiaux remuent tout ça. Hein. Parce que les gens, ils ont beau dire, souvent il y a des gens qui viennent, ouais, moi j'ai pas peur. J'ai vu, d'accord. Ouais, et quand on fait ça, pourquoi tu tombes? Ouais, parce que tu as peur. Alors il faut qu'il arrive à le formuler déjà verbalement. Hein. Mais c'est un homme. Hein. Moi, j'ai peur de rien. Et comme je disais tout à l'heure dans un des cours, il y a même le fameux Rickson Gracie qui fait du jiu-jitsu et on ne peut pas dire, et personne ne peut dire qu'il n'a jamais combattu. Il a une grande carrière derrière lui et il y a des documents où il est interviewé voilà, et on lui dit, parlant de la peur, il dit bien sûr que j'ai peur. Et il dit ceux qui n'ont pas peur, ils sont fous. Et c'est ce que je pense depuis toujours. Quand quelqu'un me dit j'ai pas peur, mais attends, il y a un truc à régler là-haut. Hein. On va essayer d'y remédier. Il se coupe de quelque chose. Quoi. Il se coupe de quelque chose. Ça risque d'être l'angle mort fatal. Donc voilà, il y a à travers tous ces arts martiaux, c'est vrai qu'on voit toujours l'aspect physique qui est en œuvre, mais tout cet aspect dit intérieur, mental, physiologique, on ne le voit pas trop. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne le voit pas trop. Alors parfois, il y a beaucoup de gens qui en jouent un peu, ils sentent des choses, etc. Mais c'est une pratique interne, c'est quelque chose de long et de difficile. Il faut avoir déjà, par exemple, même pour le tai chi ou tout mouvement, il faut avoir une meilleure circulation, donc une certaine tenue, un certain relâchement, mais un mouvement parfait pour pouvoir faire circuler l'énergie dans le corps. Donc déjà, il y a une partie physique qu'il faut accomplir pour pouvoir commencer à travailler sur ces circuits énergétiques dans le corps, etc. C'est d'une subtilité, une grande subtilité, donc ça prend du temps, ça prend du temps. Et voilà, c'est ça notre pratique. Ça fait partie, oui, ça fait partie intégrante, bien sûr. Pour arriver à une forme à la fois de maîtrise technique et aussi d'élaboration de la personne. Quoi, ça va ensemble. Comme l'artisan et son objet se construisent ensemble. Quoi. Ah, tu parles à un ancien ébéno, je comprends ce que tu me dis. Ah ouais. Je savais pas. Ah bah oui. Non, mais je garde, par exemple, aujourd'hui, bon, je ne fais plus du tout ce métier-là, mais il m'arrive de prendre un bout de bois et de sculpter. Parce que cette relation, ne serait-ce avec le bois, pour moi, c'est comme un peu le kung-fu. Tu rentres et puis tu vas rentrer dans une forme, tu vas faire unisson avec ton morceau de bois et tes ciseaux et et il se passe, des fois je relève la tête, il ne s'est pas passé 1 heure comme j'ai prévu, hein. C'est 10 heures qui s'est écoulé. Ouais. Donc c'est une forme de méditation comme ça. Et c'est pour sortir aussi du sujet des arts martiaux, mais en restant dedans tout le temps. Et voilà, c'est pour ça tout à l'heure je parlais des arts, etc. Parce qu'il y a plein d'autres domaines qui t'enrichissent et qui peuvent enrichir ton kung-fu en sortant justement de ton kung-fu. Moi, c'est à ce sujet-là, on parlait avec Jeune Ping aussi, qui elle pratiquait avec sa maman pendant la révolution culturelle dans l'arrière-cour. Et moi j'ai travaillé avec des maîtres taoïstes justement dans les arts martiaux ou autres, mais qui du coup comment ils ont traversé cette période à l'époque des vieux maîtres. Tu vois. Et justement, là où on n'avait pas le droit, c'était interdit. Et du coup, souvent, par exemple, les maîtres arts martiaux sont devenus médecins au pieds nus parce qu'ils avaient des connaissances, etc. Et ça, c'était un statut reconnu quand même de médecins, voilà, ou les guérisseurs aussi, ou d'autres qui étaient médecins et qui s'est retrouvé à l'hôpital médecin traditionnel, qui s'est devenu à l'hôpital de la ville. Donc, voilà, des gens qui ont fait du tissage, des femmes par exemple qui faisaient du tissage, qui tissaient leurs maîtres ancestraux, leurs ancêtres, etc. Donc une activité économique, etc. Donc il y a eu tous ces transferts finalement, et on se rend compte là, ça aborde aussi du coup tout un autre champ technique et pédagogique qui est celui du transfert des compétences en fait. Quand
tu apprends quelque chose à un endroit, tu peux réutiliser dans un autre domaine et tout ça, ça se complète. Et donc là, tout à l'heure, tu parles de tout le champ de ces pratiques martiales en elles-mêmes, mais c'est même finalement beaucoup plus large, puisque tu peux faire de la méditation quelque part en tant qu'ébéniste. Bah oui, et pratiquer toujours, et quel que soit l'endroit. T'es là, quoi. Donc voilà, il y a... À partir de là, je crois que, tu vois, tout ce travail qui est fait, tu te sens, comment dire, mieux avec toi-même, si on peut dire. Le fait de rester dans un endroit, je peux rester 1 heure, 2 heures, je ne m'ennuie pas, et j'ai pas d'ennui. Je suis bien avec moi, donc tout va bien. C'est ça, ouais, c'est un bon... Donc c'est vrai que comme on est, même Ringping, on en a souvent discuté, a dit des fois, oh c'est dur hein, quand même. Bien sûr, les gens, sur une courte période, mais quand on fait ça depuis plus de 40 ans, le corps, il subit, etc. Et puis elle me dit, je vais m'arrêter. Je la regarde, je lui dis, tu crois que tu peux? Et elle se met à rigoler en me disant, c'est pas possible. C'est pareil, on a eu la même. Bien sûr que c'est pas possible. Quand on a passé notre vie à ça, on ne peut pas s'arrêter. C'est, voilà, ce sera jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Et on espère aller le plus loin possible. Ben c'est ça. Voilà. Mais du coup, c'est un peu l'occasion de revenir sur ton école. Toi, comment tu as développé, tu as monté un peu au niveau, on va dire, associatif ou ça, comment ça s'est monté, comment ça a un peu évolué sur la durée? Si on peut reprendre les choses au début, quand je suis revenu d'Australie diplômé, bien sûr en France il n'y avait pas. On me disait, on était, en 88, 89 ou 90, 89, 90. J'étais diplômé en Australie, j'ai passé mes diplômes là-bas. Et puis il devait y avoir une reconnaissance. J'étais diplômé dans tous les pays de la Commonwealth, donc j'essayais de faire valoir mon diplôme français, enfin australien pour qu'il devienne une équivalence. Ça a mis plus de 2 ans parce que la fédération m'a renvoyé au ministère. Le ministère de la Jeunesse et des Sports me dit qu'il faut l'aval de la fédération. La fédération, non, il me faut l'aval du ministère pendant 2 ans. Ping-pong, quoi. On appelle ça des ping-pong maintenant. Voilà, c'est ouais. ça. C'est yin-yang, C'est yin-yang, donc voilà. Et puis un jour, un de mes élèves qui faisait partie d'une fédération, il était voir le directeur technique, et il connaissait mon maître, etc., etc. Donc à partir de là, j'ai été reconnu et j'ai commencé, j'ai ouvert une association pour le développement du Wing Chun traditionnel en France. C'était déjà l'académie. Ouais, c'est aujourd'hui, depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même association. Et bien sûr, j'ai commencé à côté de mon professeur de Shaolin du Nord, on était au Club de la Main d'Or, ça s'appelait le Club de la Main d'Or, qui était dans le 12e. Et puis ensuite, ce club, il y a eu quelques petits problèmes, il a fermé et je me suis retrouvé dans un autre lieu et j'ai continué à professer. Au départ, c'est parce que les gens voulaient. L'idée principale de cette histoire de pourquoi j'ai été chercher le Wing Chun, bien sûr pour mes connaissances personnelles parce que j'adorais ça, mais aussi avec mon professeur, mon premier professeur, son rêve c'était de créer un institut chinois d'arts martiaux à Paris. C'était... Pardon? Non, là je reparle de mon premier professeur Shaolin du Nord. Ça c'était c'était son idée. Alors il voulait qu'il y ait des styles de kung-fu du nord, du sud, il aurait aimé la calligraphie, bien sûr la langue. Donc voilà, il voulait créer un institut. Alors, quelque part, à la base, j'étais parti de mon école aussi pour ramener pour venir compléter des savoirs. Voilà, un savoir avec la science qu'on avait appris, enfin la science des jambes et puis le savoir de Wing Chun. Voilà, et en faire, commencer à construire un institut chinois d'arts martiaux à Paris. Alors il y a eu quelques complications, mon prof n'était pas français, il était américain, et puis bon, un beau jour il était obligé d'en partir. Mais c'était l'idée première, c'était ça, c'était de construire quelque chose. Naturellement, ça ne s'est pas fait, donc moi j'ai continué à faire Wing Chun pour les élèves, puis de fil en aiguille ça a pris un essor assez rapidement. Et Doménil, c'était l'avenue Doménil, ils ont fait la coulée verte, donc on a été expulsés par la mairie. Et c'était un monsieur qui s'appelle Michel Sanchi qui m'avait accueilli, qui était un ancien, je crois qu'il avait été vice-champion olympique de judo. Voilà.
un super bon professeur. Il m'avait accueilli, puis voilà, et puis de fil en aiguille, après j'ai trouvé mon académie jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, qui a brûlé malheureusement. C'était le 2e temple Shaolin qui a brûlé. C'était une vieille école tout en bois et malheureusement elle a brûlé. Puis on s'est retrouvés, voilà, à Montreuil. Mais voilà, c'est une continuité. Voilà, ouais, juste à la limite de Paris. Et ils ont chassé les Parisiens de leur ville natale, c'est terrible. Et donc on est arrivé à Montreuil. Mais voilà, donc c'est par le cadre d'une association que j'ai développé, voilà, tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc là, d'environ 1990 jusqu'à donc sur un peu plus de 30 ans en fait. Du coup, là, qu'est-ce que tu as un peu perçu dans l'évolution du public, le regard du public, alors, grand public, médias, etc., mais aussi des pratiquants plus proches peut-être. Enfin, qu'est-ce que tu as senti comme évolution sur la période? Il y a eu une influence dans ces dernières décennies, c'est ce qu'ils ont appelé l'UFC, le MMA, les sports de combat, j'appelle ça. Ouais. Les sports de combat. Je fais la différence entre les arts martiaux et les sports de combat. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se sont orientés beaucoup plus vers ce genre de choses parce qu'il y a ce côté un petit peu... qui fait péchu, quoi. Donc ça a un peu faussé certaines donnes dans les arts martiaux. Je dis, il y a beaucoup de gens par rapport aux écoles traditionnelles. Voilà. Peut-être les gens sont aujourd'hui un petit peu moins intéressés par les écoles traditionnelles, plus par ce genre de relations de combat, MMA, etc., Ultimate, etc. Mais il y aura toujours des gens qui veulent voir les origines des arts martiaux et ce que c'est un art martial. Donc, je ne suis pas inquiet parce que tous ces gens, à un moment donné, ils y reviennent parce que voilà, il faut avoir une étude. C'est pas juste on apprend 3-4 mouvements pour faire mal à l'autre qu'on est un grand champion. C'est de l'ordre de la compétition, c'est pour ça que je parle d'un sport de combat. Maintenant, l'art martial, il aura toujours sa place dans cet univers. Si j'ai parlé de ça, je trouve que c'est un peu dommage pour les gens de les amener toujours sur une voie qui est quand même assez brutale en soi, quoi qu'il en soit. Et les arts martiaux nous apprennent et nous enseignent le contraire un petit peu. Oui. Ce côté un peu mea culpa, quoi. Tu vois, ouais, laisse passer l'eau, tout va bien. Donc voilà. Oui, pour moi c'est... Si, il faut, mais qu'on n'est pas obligé de se l'infliger. Voilà. Voilà. On enseigne aux gens à s'en sortir et non pas ce qu'on leur enseigne pour taper sur quelqu'un d'autre. C'est pas le but du jeu. Les gens pensent que c'est ça les arts martiaux. Non. Ça, oui, effectivement, c'est du sport de combat. Si tu veux aller voir, si tu es fort, tu peux aller dans la cage, il n'y a pas de problème. J'ai plein d'anciens amis, professeurs qui sont passés par là, qui ont fait ce genre de choses. Mais ils l'ont fait pour un but précis. Ils avaient une maîtrise dans leur système classique, traditionnel. Ils ont allé faire ça pour gagner de l'argent. Il faut dire les choses. Ils sont devenus millionnaires en un laps de temps très court. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est à l'américaine. Ils sont rentrés là-dedans, ils ont utilisé leur système pour pouvoir montrer d'une part que ce qu'ils ont fait, c'est pas rien. C'est un style traditionnel, mais ils sont dans la cage. On les appelle, ils font du UFC ou du MMA, mais ils ont un système derrière. Voilà, ce qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, les gens, voilà, ils sont un peu dirigés sur ça, mais j'ai pas d'inquiétude parce que vraiment les fondements, ils viennent des arts martiaux traditionnels. Merci. Non, c'est pas pour moi. Donc voilà. Donc il y a un petit peu comme ça dans le décor, un peu de changement. Dans la société, ou pour toi ce phénomène il est dû à quoi, ce phénomène d'intérêt pour ces arts-là? Oui, lié à la société, parce qu'ils ont créé ça c'est la famille Gracie qui avait créé ça, l'UFC, etc. C'était, bon, bien sûr, sous Helio Gracie et autres, c'était pour montrer que son système, le jiu-jitsu brésilien, celui qu'il avait pondu avec ses fils comme Rickson ou les autres, Royler et autres, c'était un style qui pouvait lutter contre n'importe quel système. À la base, c'était ça. Mais très vite, c'est parti pour un côté purement et uniquement commercial. Et ça a été revendu et ils en ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'UFC. C'est une machinerie économique énorme. Donc, il y a cet aspect-là, pourquoi pas, mais voilà, c'est tout ce que je... Et pourquoi donc, ça attire tant les gens? Parce que... Les gens, ils ont toujours aimé. Pourquoi les gens ils aiment aller voir des taureaux se faire massacrer?
Je sais pas. Ouais. Les gens, ils aiment ça. Hmm. Il faut croire. Il y a des gens en tout cas qui font ça. Ah bah oui, il faut croire, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui aiment ça. Et je crois qu'il y a quelque chose un petit peu primaire ou animal qui règne un peu lorsqu'on voit ce genre de choses qui doit les animer. Moi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose voilà, qui est très lié à la société d'aujourd'hui. Vite, il faut que ça se fasse vite, rapidement, et il faut que je gagne beaucoup d'argent. Ouais. C'est un peu l'image. Ou de la gloire, ou enfin, en tout cas, oui. Ou une renommée, voilà. Ouais. C'est un peu à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, la vitesse aussi. La vitesse, ta. Donc ça fait vraiment partie d'un système économique aujourd'hui, et ils ont utilisé naturellement ces gens-là, les arts martiaux, pour en faire un autre truc. Et toutes ces bases, et comme tu peux voir même à travers ces choses, je reviens là-dessus, mais des Georges Saint-Pierre ou autres, ça a toujours été des gens qui ont appris un système traditionnel d'abord, c'est ce qui les a rendus vraiment forts. La question de la vitesse, c'est aussi très intéressant. Toi, tu as observé entre l'époque où tu as commencé, etc., là, sur 30 ou 40 ans, le comportement, on dirait un peu des attentes en fait, des pratiquants en ce rapport à la vitesse. Oui, alors, par exemple, personnellement, il y a toujours ce désir d'aller ou d'aboutir très rapidement à je veux avoir, par exemple, je veux être professeur. Bon. Je veux avoir je veux être professeur. Moi, j'ai arrêté les systèmes de grades. J'ai jamais aimé ça. Dans ma première école, on n'en avait pas. Dans l'école Wing Chun, il y en avait. On m'a obligé à les faire, etc. Et Dieu merci, c'est comme ça que j'ai été diplômé. Mais j'ai tout de suite compris que les gens n'étaient pas dans la pratique en elle-même. Ils cherchaient où il fallait une sorte de carotte pour faire avancer la personne. Moi, je veux pas. Il faut que la personne soit passionnée. Donc, il va passer le temps qu'il faut pour pouvoir progresser. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas d'ordre de jugement, tu prends le temps qu'il faut pour pouvoir arriver au niveau que tu souhaites éventuellement avoir. Donc là, moi je ne rentre pas dans cette catégorie de il faut aller vite. J'enseigne mais des milliers de choses, je peux dire. Mes élèves, ils voient tout plein de choses. Mais ils prennent le temps de le faire. Une technique prend le temps. Voilà. Et en général, aujourd'hui comme hier, j'ai des gens qui ont plus de 20 ans avec moi. 20, 30 ans, il y a des gens qui me suivent depuis plus de 30 ans. Donc il y a des gens qui prennent le temps et ils deviennent voilà ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils gardent cette pratique et ils ne sont pas à courir ou à vouloir une performance absolue dans un temps record ou je ne sais quoi. Donc ça, j'essaye de préserver cette chose pour que la personne soit à l'aise et je ne lui demande pas un résultat de suite, quoi. Voilà. Naturellement, j'aime pas que ça traîne. C'est pour ça que j'essaye de... Mais voilà, mais comme ça, tout le monde prend ce qu'il a à prendre. Non, voilà. Le temps de l'intégration, voilà. Le temps de la digestion. Et puis c'est un corps qu'on a, donc il faut pas le malmener tout le temps, il faut en prendre soin. Un corps, ça fonctionne pas comme une tablette, quoi. Peut-être prochainement, il y aura des rotules changeables au supermarché, mais pour l'instant, il vaut mieux garder les siennes, quoi, hein. Donc il faut vraiment prendre soin de soi et prendre soin de l'autre dans la pratique. Là, il y a aussi, tu vois, il y a un rapport aussi humain qui se fait. Il y a aussi ce rapport humain. Dans les arts martiaux aussi, il y a une chose qui n'existe pas ailleurs, je pense, j'ai jamais vu ça. On peut rencontrer un procureur de la République avec un petit trafiquant de drogue dans un cours. C'est vrai, c'est transversal. Ou un gars de cité qui déteste les flics et il se fait copain avec eux. Il ne sait pas, hein. Moi je le sais, c'est sur sa fiche d'inscription. Il fait pote avec un flic, mais il les déteste, hein. Donc ça, je trouve ça d'une beauté absolue. Socialement, il y a un mélange, je veux dire, tu vois, des âges, des milieux. Socialement, voilà, tout est mélangé. Et ça, j'apprécie toujours ce moment. Quand je vois ça, ce monsieur, tu vois, avec le petit gars qui veut se friter avec lui et il ne sait pas qu'il est en train de, de taper sur un policier. Donc tu vois, socialement, il y a des choses comme ça qui sont magnifiques, vraiment, à vivre. Moi, j'aime ce milieu-là parce qu'on rencontre toute catégorie de personnes, toute catégorie, de tous les horizons. Et ça, c'est pas... Ouais, quand on est dans un corps de métier, on reste dans le corps de métier. Dans la technique, mais on reste toujours dans notre corps. Que là, on a un éventail énorme
de possibilité de rencontrer des gens de milieux complètement divers. Socialement, j'entends. Et ça, c'est chouette, ça. C'est aussi la richesse des arts martiaux. C'est d'avoir voilà, ce trésor-là, de faire mélanger tout le monde. Et il n'y a plus d'appartenance, je ne suis plus de telle et telle classe, ou je ne suis plus socialement. Non, on est tous au même niveau. Et on redevient de simples êtres humains et voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, on est là et on échange. Ça, déjà, ça, c'est... Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici, quoi. C'est ce qu'on voit ici.